Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours de l'AMPS E3 du CPG Moulay Youssef de Rabat. Donc c'est la deuxième vidéo du cours sur les probabilités et spécialement il serait consacré aux probabilités conditionnelles. Et donc cette leçon sera divisée en deux. Donc premièrement, on va essayer de voir les probabilités conditionnelles et voir les propriétés de ces probabilités-là et pourquoi on les fait introduire. Et deuxièmement, on va essayer de voir la notion d'indépendance d'événements et voir quelques propriétés de ces événements-là et, et quelques conséquences de cette notion. Premièrement, qu'est-ce qu'une probabilité conditionnelle? Alors, étant donné un espace probabilisé, donc je rappelle qu'un espace probabilisé, oméga, est un triplet d'un ensemble oméga quelconque et de A, une tribu. Donc une tribu, c'est un ensemble de parties de oméga, d'accord, et qui est stable par passage au complémentaire et par union dénombrable et qui contient oméga et d'une probabilité P. Alors une probabilité, c'est une application de A vers 0,1 qui vérifie la probabilité de l'union d'événements incompatibles, 2 à 2 incompatibles, égale à la somme de P de AI. Donc ces événements, je vais le noter AI. Donc c'est la somme des probabilités de ces événements-là. Hein. Et donc, étant donné A, un événement qui n'est pas négligeable, donc un événement négligeable, c'est un événement, c'est une partie de oméga qui appartient à A, bien sûr, et qui est de probabilité égale à 0. Donc, on va supposer que P de A est différent de 0, et on fait associer à A l'application P indice A, qui va de l'attribut A vers 0,1, et qu'il y a un événement B, on fait lui correspond PA de B, c'est la probabilité pour que A inter B soit satisfaite sur la probabilité pour que A soit satisfait. Alors, cette application PA définit bien une probabilité sur l'espace probabilisable oméga A et qui sera appelée par la suite la probabilité conditionnelle relative à A, ou encore une fois, la probabilité sachant A. D'accord? Une probabilité sachant A. Et on la note parfois la probabilité de B sachant A. Donc on la lit comme la probabilité pour que B soit satisfait, sachant que A soit satisfait. D'accord? Donc la probabilité pour que B soit satisfait sur A, sachant que A soit satisfait, égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. D'accord? Donc, encore une fois, on peut dire que c'est la probabilité trace de P, de la probabilité P sur l'univers A. Hein, sur l'univers A. Donc, si sous-entendu, on ne voulait pas travailler sur oméga tout entier, on voulait juste travailler sur A. Alors, de la définition, donc on peut écrire que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. D'accord? Clairement. Et si B est aussi de probabilité non nulle et n'est pas négligeable, alors on pourrait écrire la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de B inter A sur la probabilité de B. D'accord? Et donc, en fait, on aurait que la probabilité de B inter A également égale à la probabilité de B fois la probabilité de B fois la probabilité de A sachant B, pardon, fois la probabilité de A sachant B. Et puisque la probabilité de A inter B, c'est la même chose que la probabilité de B inter A, et donc on aurait que la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A égale à la probabilité de B fois la probabilité de A sachant B. D'accord? Donc, comme quatrième remarque, donc le but de vos exercices est de manipuler, de jouer avec ces égalités, hein, ces identités. D'accord? Donc, c'est juste de jouer avec avec la définition, avec ces égalités-là.
Et les propriétés, la cinquième, la dernière remarque, c'est que les propriétés calculatoires relatives aux probabilités sont aussi vraies pour les probabilités conditionnelles parce qu'ils vérifient bien, ce sont bien des probabilités, hein. Donc P indice A est une vraie probabilité et donc toutes les propriétés calculatoires que nous avons déjà vues pour les probabilités sont aussi valables pour la probabilité conditionnelle P sachant A. D'accord? Et là, il y a quelques propriétés qu'on pourrait écrire. Alors, étant donné un espace probabilisé, oméga AP, et A un événement qui n'est pas négligeable, B et C, deux événements de A. Ici, A, pardon, c'est l'attribut A, pas l'événement A. Alors, la probabilité de B bar, sachant que A soit satisfait, c'est 1 moins la probabilité de B sachant A, et la probabilité de l'union de B union C, sachant A, c'est la même chose que la probabilité de B sachant A, plus la probabilité de C sachant A, moins la probabilité de B inter C sachant A. Donc, ceci découle de quoi? Découle du fait que P indice A est une vraie probabilité sur l'espace probabilisable oméga A. Alors là, il y a un petit exercice dans lequel on pourrait utiliser les probabilités conditionnelles. Alors, supposons qu'on voulait faire un test sanguin sur une population de 100 personnes, d'accord, que l'on classe suivant leur groupe sanguin et leur facteur rhésus, sous forme dans le tableau suivant. Donc, comme vous connaissez, il y en a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Et il y a les facteurs rhésus, soit positifs, soit négatifs. Donc, il y a A plus, A moins, B plus, B moins, AB plus, AB moins, O plus et O moins. D'accord? Et donc, en fait, on tire une personne au hasard sur ces 100 personnes et on s'intéresse à l'événement B+, qui est la personne tirée et du groupe sanguin B et deux facteurs juste positifs. D'accord? Et donc, on a clairement la probabilité de B plus égale à 7 sur 100 parce qu'on dispose de 7 personnes qui sont du groupe sanguin B et de facteurs rhésus positifs. Donc, c'est 7%. On note B, l'événement, la personne est du groupe, la personne tirée est du groupe sanguin B, ou la personne choisie est du groupe sanguin B, donc soit positif, soit négatif. Et R+, c'est l'événement, la personne est de facteur rhésus positif. D'accord? Donc, sans tenir compte au groupe dont il appartient. Alors, on s'intéresse à calculer la probabilité pour que de B sachant R+, et la probabilité de R+, sachant B. Donc, la probabilité pour que la personne soit tirée du groupe B, sachant qu'elle a un facteur rhésus positif, et la probabilité pour que une personne soit tirée soit de facteur rhésus positif, sachant qu'il est tiré du groupe B. D'accord? Alors, on a clairement la probabilité de B. Alors, la probabilité de B, c'est, on dispose de quoi? De 9 personnes qui sont dans le groupe B parmi 100. Donc, c'est 900, 9 sur 100. Et la probabilité de R+, c'est, on dispose de 30 personnes dans le groupe A, 7 personnes dans le groupe B, 3 dans AB et 35 dans O+, dans O. Et donc, on dispose de 75% de personnes de groupe sanguin plus. D'accord? De groupe sanguin, de facteurs, de facteurs rhésus positifs. Alors, la probabilité pour qu'une personne soit du groupe B, sachant qu'il est de facteurs rhésus positifs, donc la probabilité de B, sachant qu'elle est R+, c'est la probabilité de B inter R+. Alors, la probabilité de B inter R+, c'est B+, donc c'est 7%,
sur la probabilité de quoi? C'est la probabilité de R+. Donc c'est 7% sur 75%, donc c'est 7 sur 75. Et la probabilité pour qu'une personne soit de facteur rhésus positif, sachant qu'il est tiré du groupe sanguin B, c'est quoi? C'est la probabilité de R+, sachant B, c'est la probabilité de R+ inter B, d'accord? De R+ inter B, c'est B+, c'est 7%, sur la probabilité de B, qui est 9%, et donc c'est 7 sur 9, d'accord? Donc c'est 7 sur 9. Voilà. Donc, et donc là, vous voyez bien que, alors ici, c'est comme si on fait restreindre la probabilité sur R+, sur l'espace R+, donc c'est comme si on travaille que pour les personnes positives, donc on ne s'intéresse pas aux négatives, hein, ils sont pas là, et donc la probabilité pour qu'une personne soit dans la classe B, c'est 7 sur le cardinal de la population qui est 75, et ici c'est comme si on s'intéresse que au groupe B. D'accord? Et donc, la probabilité pour qu'elle soit positive, c'est 7 sur la population qui est 9. Hein? 7 plus 2. Voilà. Alors là, il y a une généralisation, donc la formule des probabilités composées, c'est une généralisation de la formule ainsi, donc de cette formule. Alors, il dit quoi? Donc, étant donné une famille d'événements AI, telle que la probabilité de A1 inter A2 inter AN-1 est non nulle, alors la probabilité de l'intersection de 1 jusqu'à n des AI, et alors la probabilité pour que tous les AI soient satisfaits, c'est la même chose que la probabilité de A1 pour que A1 soit satisfait, fois la probabilité de A2 pour que A2 soit satisfait, sachant que A1 l'est également, fois la probabilité pour que A3 soit satisfait, sachant que A1 et A2 le sont, fois la probabilité de A4 soit satisfait, sachant que les trois premiers le sont, fois la probabilité jusqu'à la probabilité de AN soit satisfait, sachant que les n premiers moins 1, les n moins 1 premiers événements le sont, ou les sont. Alors, c'est une formule qui se prouve par récurrence sur n, d'accord, bien sûr, et c'est une généralisation de ça. Donc, je laisse la preuve en exercice. Donc, c'est juste une simple preuve par récurrence. Et là, il y a un exercice dans lequel on va essayer d'appliquer cette formule des probabilités composées. D'accord? Donc, supposons qu'on dispose d'une urne qui contient 7 boules noires et 3 blanches et 3 boules blanches. D'accord? On tire de cette urne 3 boules successives, d'accord? Successivement 3 boules. Alors, de la manière suivante, donc si on tire une boule qui est noire, on va l'enlever de l'urne. Et si on tire une boule qui est blanche, on va la retirer et on va la remplacer par une boule noire. D'accord? Donc si on tire une blanche, c'est bon. On va tirer encore une fois. Si on tire une boule noire, une boule blanche, on va la retirer et on va la remplacer par une boule blanche et on tire encore une fois. D'accord? Et là, on s'intéresse à calculer la probabilité pour que les 3 boules tirées soient blanches. Donc, pour que on tire les 3 boules blanches qui sont dans l'urne. Hein. Quelle est la probabilité pour que les 3 boules soient blanches? Et donc là, on définit les événements B1, B2, B3 sont les événements pour que, donc BI, c'est l'événement, la IM boule tirée est blanche. D'accord? Donc la probabilité pour la première blanche, la deuxième blanche et la troisième blanche. Et donc, il faut en fait calculer la probabilité pour que la première et la deuxième et la troisième soient blanches. Et donc, c'est la probabilité de B1 inter B2 inter B3. Et donc, par la formule des probabilités composées, donc ceci n égale à 3. Et donc, c'est la probabilité
de B1 fois la probabilité de B2, sachant que B1 est satisfait, fois la probabilité de B3, sachant que B2 inter B1, sachant que B2 et B1 soient satisfaits. Alors, il y en a clairement la probabilité. Alors, la probabilité pour tirer une boule blanche de l'urne, c'est 3 sur 10, parce qu'on dispose de 3 boules blanches parmi 10. Et donc, c'est 3 dixièmes. Et donc, maintenant, si B1 est satisfait, donc si on a déjà tiré une boule blanche, alors on va la remplacer par une boule noire. Et donc, on dispose dans l'urne de 8 noirs, 8 boules noires et 2 boules blanches. Et donc, la probabilité de tirer une deuxième boule blanche, c'est 2 sur 10. D'accord? Parce que là, on a tiré déjà une boule blanche et on l'a remplacée par une boule noire. Et si B1 et B2 sont réalisés, ça veut dire qu'on a tiré une première fois une boule noire et on l'a remplacée par une boule blanche. On a tiré une boule blanche et on l'a remplacée par une boule noire. Et on a retiré une boule blanche et on l'a remplacée par une boule noire. Donc on dispose de 9 boules noires dans l'urne et d'une boule blanche. Et donc la probabilité pour que de tirer une boule blanche dans Saturne est 1 dixième. D'accord? Donc on dispose d'une seule boule blanche parmi 10 boules. Et donc finalement, donc par cette formule-là, donc la probabilité de B1 inter B2 inter B3, c'est 3 dixièmes fois 2 dixièmes fois 1 dixième, c'est 6 sur 1000. Et donc c'est 3 sur 500. D'accord? Donc c'est 3 sur 500 pour qu'on tire les trois boules blanches. Voilà. Donc là, il y a encore une fois une formule très intéressante, c'est la formule des probabilités totales. Et donc, supposons qu'on dispose d'un espace probabilisé et d'un événement quelconque et d'une famille au plus dénombrable qui forme un système complet d'événements de probabilité non nulle. D'accord? Donc, tel que tous les AI sont de probabilité non nulle. Alors, la probabilité de B, c'est la somme des probabilités de A et inter B. Et c'est la même chose que la probabilité de AI, que la somme des probabilités de AI fois la probabilité de B sachant AI. Alors, c'est une preuve, c'est une conséquence en fait du fait que les AI forment un système complet d'événements. Donc la probabilité de B, c'est vraiment la même chose que la probabilité de B inter l'union des AI, parce que l'union des AI est égale à oméga. Et c'est la somme des probabilités de B inter AI, parce que l'union des AI inter B, donc les AI inter B sont incompatibles 2 à 2 parce que les AI sont incompatibles 2 à 2. Et la probabilité de AI inter B, c'est la même chose que la probabilité de AI fois la probabilité de B sachant que AI soit satisfait. Voilà. Donc là, il y a un corollaire qui illustre en fait le théorème, mais bon, dans le cas fini ou dans le cas infini dénombrable. D'accord? Donc dans le cas fini ou dans le cas infini dénombrable. Donc là, les AI est une famille O plus dénombrable. Donc là, c'est le cas fini et ça, c'est le cas en fait dénombrable indexé dans N. Alors là, on dispose d'un petit exercice dans lequel on va essayer d'appliquer la formule des probabilités totales. D'accord? Donc, supposons qu'on dispose d'un test qui permet de détecter une maladie. Hein. Donc, supposons par exemple qu'on dispose du test qui détecte la maladie, par exemple le coronavirus. Et donc, ce test-là répond positivement à 95%, d'accord? Si la personne est malade, bien sûr. Et il répond 2% d'échec si la personne n'est pas malade, donc il répond positivement. Voilà, et on considère une population atteinte à 7% par cette maladie.
Donc, alors, on va essayer d'illustrer ceci. Donc, on va prendre par exemple le test qui détecte la maladie, par exemple, ou le virus coronavirus, par exemple. Et donc, supposons qu'on dispose au Maroc que ce test répond positivement à 75%, pardon, à 95%. Si la personne est malade, ça veut dire que vraiment le test est bon, hein. Le test est vraiment bon. Et il répond négativement, donc il répond d'une façon positive si la personne n'est pas malade, mais il te dit qu'il est malade, mais il te dit qu'il est malade, hein. Donc la personne n'est pas malade, mais bon, il y a une marge d'erreur, hein. La marge d'erreur, c'est 2%, donc c'est vraiment pas pénible. Donc il y a une marge d'erreur qui est 2%. Et on dispose par exemple d'une population atteinte à 7% par cette maladie. Donc supposons par exemple qu'on dispose par exemple dans la région, par exemple, dans la région Rabat Salé Kenetra par exemple, que 7% de cette population est atteinte par exemple par cette maladie. Alors là, on s'intéresse à calculer la probabilité pour qu'une personne choisie dans cette région-là, au hasard, répond positivement au test. D'accord? Donc, est-ce qu'il va répondre positivement au test ou non? D'accord? Donc, on ne sait vraiment pas est-ce que cette personne choisie au hasard, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il n'est pas malade? Et donc, là, on va noter l'événement T que la personne répond positivement au test. D'accord? Et donc, il faut calculer la probabilité de T. Alors, on note M, l'événement que la personne choisie est malade. Donc, on a deux choix. C'est soit la personne choisie est malade, soit elle n'est pas malade. Donc, M et M complémentaires forment une partition, forment un système complet d'événements. Et donc, on va utiliser cette formule pour N égale à 2, en fait. Et donc, la probabilité pour que la personne soit malade, c'est 7%. D'accord? Donc, dans la région, on a 7% qui sont infectés. Et la probabilité pour que la personne répond positivement, sachant qu'il est malade, c'est 95%. D'accord? Et la probabilité pour qu'il réponde positivement, sachant qu'il n'est pas malade, c'est 2%. D'accord? C'est 2%. Donc, c'est de la petite marge d'erreur. Parce que là, on travaille avec des machines, hein. On travaille avec des machines, donc il y a une marge d'erreur dans n'importe quelle machine. Et donc, là, donc P de T, c'est vraiment par cette formule-là. Donc, c'est P, la probabilité de T sachant M, fois la probabilité de M, plus la probabilité de T sachant M bar, fois la probabilité de M complémentaire. D'accord? Donc, ici, M et M complémentaire forment un système complet d'événements. Donc là, je dis bien que l'attribut en fait ici, alors on fait pas vraiment on fait pas vraiment attention à l'attribut parce que là, lorsqu'on travaille par un espace probabilisé discret, comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, l'attribut serait toujours P de oméga, serait P de oméga. Et donc là, donc la probabilité de T sachant M, c'est 95% fois 7%, plus la probabilité pour que la personne répond positivement sachant qu'il n'est pas malade, c'est 2%, fois la probabilité de M bar, c'est 1 moins la probabilité de M, et donc la probabilité c'est 851 sur 10 000. D'accord? Donc c'est 851 sur 10 000 pour que la personne réponde positivement au test. Donc, bon, elle répond positivement. Donc, 851 personnes vont répondre parmi 10 000 personnes. Mais est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ne sont pas malades? On ne sait pas. Voilà. Alors, la proposition, donc c'est la formule de Bayes, donc c'est une formule très très intéressante
pour les probabilités totales, pour les probabilités conditionnelles, pardon. Et donc, supposons qu'on dispose de A et B, deux événements de probabilité non nulle. Donc, la probabilité de A sachant B, c'est la même chose que la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A fois sur la probabilité de B. Donc, c'est déjà, alors la formule est déjà vue et la formule est une conséquence de la définition de la probabilité des probabilités conditionnelles, d'accord? Et voilà, des probabilités conditionnelles. Et donc, voilà, donc c'est la formule que nous avons déjà écrite ici, dans la première remarque. Voilà, donc c'est la formule que nous avons déjà écrite ici. Donc, c'est une formule qui est très, très, très simple, mais qui est vraiment très, très intéressante aussi pour les probabilités conditionnelles. Voilà. Alors, comme corollaire, donc supposons qu'on dispose d'une famille au plus dénombrable, un système complet d'événements de probabilité non nulle, tous non nuls. Alors, il A et B, deux événements de probabilité non nulle. Alors, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A sur la somme des probabilités de AI fois la probabilité de B sachant AI. D'accord? Donc la formule, donc cette formule est une conséquence bien sûr de la formule de Bayes. Et donc on a déjà la formule de Bayes, c'est comme ça, et la formule des probabilités totales donne ça, et donc on a la formule ainsi. Et donc, il n'est pas du tout indispensable de retenir cette formule-là parce qu'il est par cœur, parce qu'il provient juste des deux formules, comme vous voyez, la formule de Bayes et la formule des probabilités totales. Donc, il faut tenir en fait compte, il faut prendre par cœur la formule de Bayes et la formule des probabilités totales. Voilà, la formule des probabilités totales. Et donc, si on a ces deux formules, on aura en fait cette formule-là. Voilà. Donc là, on a un autre exercice dans lequel on va essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir. Donc, on considère une urne A contenant deux boules rouges et trois boules vertes, d'accord? Et une urne B, donc on dispose de deux urnes. Le premier, l'urne A, contient deux boules rouges et trois boules vertes. Et le deuxième contient trois boules rouges et deux boules vertes. D'accord? Donc, on va tirer au hasard une boule de l'urne A que l'on place dans l'urne B. Donc, on va tirer une boule dans l'urne A et on va la remplacer dans l'urne B. Et ensuite, on tire une boule de l'urne B. D'accord? On va tirer une boule de l'urne B. Et donc, quelle est la probabilité que la boule tirée de l'urne A soit verte, sachant que la boule tirée de l'urne B est rouge? D'accord? Donc, premièrement, on tire une boule de l'urne A. On ne sait pas quelle est sa couleur. D'accord? On ne sait pas quelle est sa couleur. Donc, on va la mettre dans l'urne B et on va tirer une boule de l'urne B. Donc, on trouve que la boule est rouge. Donc, quelle est la probabilité pour que la première boule tirée dans l'urne A soit verte? Et donc là, on va noter AV, AR, BV, BR. Donc AV, c'est l'événement, la boule tirée de l'urne A est verte. AR, la boule tirée de l'urne A est rouge. BV, la boule tirée de l'urne B est verte. Et BR, c'est la boule tirée de l'urne B est rouge. D'accord? Et donc là, il faut calculer la probabilité de AV, donc la probabilité pour que la boule tirée de l'urne A soit verte, sachant que la boule tirée de l'urne B est rouge. D'accord? Et donc, d'après la formule de Bayes, alors la probabilité de AV sachant BR, donc on va les inverser, c'est la probabilité de BR sachant que la probabilité, sachant AV, d'accord, sur la somme, sur cette somme-là.
D'accord? Donc c'est cette formule-là. Ça, c'est la probabilité de A sachant B. C'est la probabilité, alors pardon, la probabilité de A sachant B. Oui, exactement. Donc la probabilité de AV sachant BR, c'est la probabilité de BR sachant AV sur la somme de ces probabilités. Donc ici, le système complet, c'est AR, AV. D'accord? C'est AR, AV. Donc c'est soit on va tirer de l'urne A une boule verte ou une boule rouge. Pas vraiment plus. Alors la probabilité de tirer une boule verte de l'urne A, c'est 3/5 parce qu'on dispose de 3 boules vertes. D'accord? Et la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 2/5 parce qu'on dispose de deux boules rouges parmi 5 boules qui sont dans l'urne A. Et la probabilité pour que la boule tirée de l'urne B est rouge, sachant que la première boule tirée de l'urne A est verte, c'est 3/6 parce que dans l'urne B, on va disposer de 6 boules et de 6 boules. Donc, on a déjà tiré une boule verte. On va l'ajouter à l'urne B. D'accord? L'urne B contient déjà 3 boules rouges et 2 boules vertes, plus une verte. Donc, c'est 3 rouges, 3 vertes. Et donc, c'est 3/6. Donc, la probabilité pour que on tire une boule rouge, sachant que la boule tirée dans l'urne A est rouge, c'est 4/6. Donc on tire une boule rouge de l'urne A, on va l'ajouter dans l'urne B. Donc dans l'urne B, on disposera de 4 boules rouges et de 2 boules vertes. Donc la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 4/6. Et donc on aurait en fait que la probabilité de tirer une boule verte sur l'urne A, sachant que la boule tirée dans l'urne B est rouge, c'est 3/6 sur 3/6 fois 3/5 plus 4/6 fois 2/5 est égal à 15 sur 17. D'accord? Donc c'est la probabilité de tirer une boule verte de l'urne A, sachant que la boule tirée de l'urne B est rouge. Voilà, donc on arrive à l'indépendance. Alors, qu'est-ce que l'indépendance en probabilité? Donc, c'est une notion qui vraiment fait l'objectif de la probabilité et qui fait la différence entre ce qu'on appelle théorie de probabilité et théorie de mesure. Donc, lorsque je dis théorie de mesure, là, je vous invite à revoir le DL que je vous ai envoyé et qui compare en fait l'intégration au sens de Lebesgue et l'intégration au sens de Riemann. D'accord? Donc là, il y a encore une fois, il y a les tribus et il y a il y a les mesures. D'accord? Et donc, si vous comparez entre les mesures et les probabilités, donc vous allez trouver qu'une probabilité est juste une mesure. Et là, on peut aussi parler de l'intégration au sens de probabilité. D'accord? Donc, au sens de probabilité, bien sûr, l'intégration au sens de Lebesgue. D'accord? Donc, si vous lisez bien ou vous travaillez bien le DL, sur le problème sur la comparaison entre intégration de Lebesgue et intégration de Riemann, donc vous allez trouver un lien entre les mesures et les probabilités. Et également, vous allez trouver pas mal de propriétés de probabilité. D'accord? Et également, vous allez trouver les probabilités, le cours de probabilité continue, pas discrète. Donc, dans cette année, on fait juste les probabilités discrètes. Mais bon, toutes ces formules qu'on vient de prouver peuvent se faire pour des probabilités continues. Alors, qu'est-ce qu'un couple d'événements indépendants? Donc, un événement, donc étant donné deux événements A et B d'un espace probabilisé, on va dire qu'ils sont indépendants
si la probabilité de A inter B égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Et là, il faut s'arrêter un moment, pour un moment, et il faut mettre l'accent sur la différence entre indépendance et incompatibilité. D'accord? Donc, deux événements incompatibles, c'est pas vraiment deux événements qui sont indépendants. Donc, deux événements indépendants, ça ne veut pas dire qu'ils ne se touchent pas, que A ne touche pas B. Non. Ça veut dire, c'est ça la définition. La probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. Ça ne veut pas dire maintenant A inter B égale à l'ensemble vide. Hein? Donc, il faut vraiment faire très intéressant à cette notion-là. Donc, l'indépendance, c'est la définition, c'est la probabilité de A inter B égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à cette notion-là parce qu'on confond toujours, on fait toujours l'erreur de confondre l'indépendance avec l'incompatibilité. Ce sont vraiment deux choses totalement différentes. D'accord? Et donc, dans le cas où on a l'indépendance, et si A et B sont négligeables, alors ça veut dire quoi la probabilité A et B sont indépendants? Ça veut dire que la probabilité pour que B soit réalisé, sachant que A est réalisé, est la même chose que la probabilité de B. Ça veut dire que la réalisation de B ne dépend pas de la réalisation de A. D'accord? Donc la probabilité pour que B soit réalisé ne dépend pas de la probabilité pour que A soit réalisé ou ne soit pas réalisé. Et la même chose, la probabilité pour que A soit réalisé ne dépend pas de l'événement B. D'accord? Donc c'est soit B réalisé, soit B n'est pas réalisé, et là la même probabilité. Et donc c'est vraiment la chose qui donne en fait, qui donne, qui donne un sens à l'appellation indépendance. Voilà. Et donc là, il y a un petit exercice. Donc, sur l'indépendance, bien sûr. Donc, supposons qu'on dispose d'une urne qui contient 3 boules blanches et 4 boules noires. On tire successivement 2 boules avec remise. D'accord? On s'intéresse aux événements suivants. Donc, la première boule tirée est blanche et B2, la seconde boule tirée est blanche. D'accord? Donc, on tire une boule, on voit sa couleur, on la rendre sur l'urne, d'accord? Puis on retire. Donc, quelle est la probabilité pour que, alors, les événements B1 et B2 sont indépendants, d'accord? Donc, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? C'est 3 sur 7, d'accord? Et on fait déjà un tir avec remise, donc on la rendre sur l'urne. On voulait tirer une boule blanche, deuxièmement. Donc la probabilité, c'est également 3 sur 7. Et donc là, il faut calculer quelle est la probabilité pour que A inter B soit réalisé. Donc la probabilité pour que A inter B soit réalisé, donc c'est la probabilité pour que la première soit blanche fois et la probabilité pour que la deuxième soit blanche. D'accord? Et donc là, donc B1 et B2 sont indépendants. Si on effectue la même expérience, voilà, donc si on effectue une expérience avec remise. Hein. Alors, si on effectue la même expérience, mais sans remise, d'accord? Donc, on tire une boule, puis on tire une deuxième boule, mais sans rendre la première boule dans l'urne. Donc, si on tire sans remise, les événements B1 et B2 ne sont pas indépendants. D'accord? Donc, c'est un exercice qu'il faut vraiment écrire, hein, qu'il faut vraiment écrire très attentivement pour voir en fait l'indépendance
des événements A1, B1, B2 et la dépendance des événements B1, B2 dans le cas de tir sans remise. Voilà. Alors, quelques propriétés d'indépendance. Donc, si A et B sont deux événements indépendants, alors A et B bar sont indépendants, A bar et B le sont, et A bar et B bar le sont également. D'accord? Donc, voilà. Donc, si A et B sont indépendants, donc si A est indépendant avec B, alors il est indépendant avec B bar, A bar est indépendant avec B, et A bar et B bar sont indépendants aussi. Donc, pour ce faire, donc, on calcule la probabilité de A. Donc, pour prouver que A et B bar sont indépendants, donc il faut calculer la probabilité de A inter B bar et montrer que c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B bar. Alors, on écrit la probabilité de A égale à la probabilité de A inter B union B bar, parce que c'est oméga. Et donc, c'est la probabilité de A inter B bar plus la probabilité de A inter B parce que les deux événements sont incompatibles. Alors, la probabilité de A inter B, c'est la même chose que la probabilité de A fois la probabilité de B parce que les deux événements sont indépendants. Et donc, la probabilité de A inter B bar, c'est la probabilité de A facteur de 1 moins la probabilité de B qui est la probabilité de B bar. Et donc, les deux événements A et B bar sont indépendants. Et donc, là, on obtient en fait de même que A bar et B sont indépendants parce que A et B jouent des rôles symétriques. Donc, ici, on montre que A et B bar sont indépendants. Donc, on peut obtenir que A bar et B sont indépendants parce que A et B jouent des rôles symétriques. Et donc, là, on dispose d'une implication. Si A et B sont indépendants, alors A bar et B sont indépendants. Et donc, B et A bar sont indépendants, ce qui implique que B bar et A bar sont indépendants aussi. D'accord? Donc, ce sont juste des implications. Alors, si la probabilité de B, alors, si on dispose d'un événement négligeable, alors elle est indépendante avec n'importe quel événement. D'accord? En effet, donc la probabilité de A inter B, elle est toujours positive par définition même de probabilité. Il est inférieur à la probabilité de B parce que A inter B est un événement inclus dans l'événement B. Et la probabilité est croissante. Et donc la probabilité de B égale à 0. Du coup, donc A inter B est un événement qui est négligeable. D'accord? C'est un événement qui est négligeable. Ou A inter B est une sous-partie, est un sous-événement de l'événement B. Et l'événement B est négligeable, donc A inter B est un élément qui est négligeable, et du coup la probabilité de A inter B égale à 0, et la probabilité de A fois la probabilité de B égale à 0 parce que la probabilité de B égale à 0. Et donc A est indépendant avec B, quel que soit A, un événement de A. Et donc les événements négligeables sont indépendants avec tous les éléments de l'attribut A. Alors, si la probabilité de B est différente de 0, les événements A et B sont indépendants. Si seulement si la probabilité de A sachant B, c'est la même chose que la probabilité de A. Donc, c'est ce que j'ai déjà expliqué. La probabilité pour que A soit satisfaite sachant que B est satisfaite est égale à la probabilité de A. Ça veut dire que la réalisation de A ne dépend pas de la réalisation de B. Et deux événements peuvent être incompatibles, donc c'est là où j'ai mis le point. Donc deux événements peuvent être incompatibles sans qu'elles soient indépendants. Par exemple, si vous prenez la probabilité un événement A qui n'est pas négligeable et qui n'est pas presque sûr, donc on va noter sa probabilité égale à P, d'accord? Donc 0,1 strict n'est pas négligeable et n'est pas presque sûr. Ça veut dire que A et A complémentaires ne sont pas négligeables. Alors la probabilité de A fois la probabilité de complémentaire de A égale à P fois 1 moins P, qui est différente de 0. Et la probabilité de A inter oméga inter A complémentaire égale à la probabilité de vide égale à 0. D'accord? Donc là, il faut vraiment faire très attention.
Alors, il y a un petit exercice dans lequel on pourrait utiliser l'indépendance. Donc, supposons que A et B sont deux événements de probabilité. Alors, telle que la probabilité de A égale à 0,2 et la probabilité de l'union de A et B égale à 0,5. Donc, il y a la probabilité de B, sachant que A et B sont incompatibles. Et on voulait aussi calculer la probabilité de B si dans le cas où A et B sont indépendants, mais là on donne que la probabilité de A égale à 0,1 et la probabilité de A union B égale à 0,6. D'accord? Donc, alors ici on voulait calculer la probabilité de B avec A et B sont incompatibles. Donc la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B parce que les deux événements sont incompatibles, et c'est 0,1.2 qui est la probabilité de A plus la probabilité de B, et donc la probabilité de B c'est 0,5 moins 0,2 c'est 0,3. Alors dans le cas où on a indépendance, donc la probabilité de A union B, donc c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et donc, la probabilité de A plus la probabilité de B, la probabilité de A inter B, c'est la même chose que la probabilité de A fois la probabilité de B. Et donc, d'ici, on peut tirer avec un petit calcul que la probabilité de B égale à 5 neuvièmes. D'accord? Et même ici, dans ce cas, vous pouvez calculer la probabilité la probabilité de B, si dans le cas où on a, les deux événements sont incompatibles, vous allez trouver que la probabilité de B change. D'accord? Donc, si on change incompatible par indépendant, la probabilité de B va être changée définitivement. Donc d'ici vous voyez la chose. Donc si ce truc égale à 0, donc la probabilité de B serait 0,7 moins 0,1, c'est 0,5. Et 0,5 n'est pas la même chose que 5 neuvième. D'accord? N'est pas la même chose que 5 neuvième. Alors, la mutuelle indépendante, donc oui, et la mutuelle indépendance et l'indépendance 2 à 2. D'accord? Donc, étant donné une famille au plus dénombrable d'événements, donc on va dire que la famille est 2 à 2 indépendant, donc est une famille d'événements 2 à 2 indépendants, si, quel que soit I différent de J, AI et AJ sont indépendants. D'accord? 2 à 2. Hein? Et on va dire par la suite que la famille est mutuellement indépendante pour la probabilité P, bien sûr, hein, toujours pour la probabilité P, hein, parce que la probabilité P fait intervenir dans l'indépendance. Hein. Ceci aussi est une remarque qui est très importante. Voilà, donc il fait intervenir dans l'indépendance, dans la définition de l'indépendance, d'accord? Donc il se peut que deux événements soient indépendants pour une probabilité P, mais qu'ils soient dépendants pour une probabilité P', dans le même univers. Alors, donc on va dire que la famille est une famille d'événements mutuellement indépendants ou simplement indépendants. Ça veut dire soit on dit indépendant, soit on dit mutuellement indépendant. Donc, si pour toute partie J, une partie finie de non vide de I, on a la probabilité de l'intersection des J appartient à J, des AJ, égale au produit des probabilités de AJ. D'accord? Donc là, c'est vraiment très très intéressant. Il faut faire attention aussi à ces deux notions. Donc ce sont deux notions telles que la deuxième implique la première, parce que si vous prenez ici par exemple I et J différents, avec grand J égale à IJ, avec IJ différent, donc on aura ici la probabilité de AI inter AJ égale à la probabilité de AI fois la probabilité de AJ, et donc on a donc la mutuelle indépendance implique l'indépendance 2 à 2, mais l'indépendance 2 à 2 n'implique pas la mutuelle indépendance. Donc là, il y a un contre-exemple qu'on pourrait voir dans cette remarque-là. Donc des événements mutuellement indépendants sont 2 à 2 indépendants. Donc il suffit de considérer une partie, donc comme je viens de dire.
Donc ici, elle est écrite elle est écrite pour les parties finies, hein. Mais bon, on pourrait faire comme je viens de dire. Donc, mais la réciproque est fausse. Donc, l'indépendance 2 à 2 n'implique pas la mutuelle indépendance. Donc, on considère l'expérience suivante dans laquelle on pourrait voir que l'indépendance 2 à 2 est différente à l'indépendance mutuelle. Donc, on lance 2 dés. Donc, on a 2 dés, on lance 2 dés et on considère les 3 événements. Le premier événement A1, le résultat du lancer du dé numéro 1 est pair. Le A2, le résultat du lancer du dé numéro 2 est pair. Et A3, la somme des deux résultats du lancer est impair. D'accord? Alors, la probabilité pour que A1 de A1 inter A2 inter A3, donc A1 inter A2 inter A3 égale l'ensemble vide, parce que si le premier lancé est pair et le deuxième lancé est pair, bon, ici on dit le premier lancé ou le premier dé, hein. Donc, si le premier dé est pair et le deuxième est pair, donc la somme serait pair, bien sûr, ne serait pas impair, et donc l'intersection est égale à 0. Et la probabilité pour que A1, donc la probabilité pour que le lancer, pour que le résultat du premier dé soit pair, donc c'est 1 demi. La probabilité pour qu'il soit impair, c'est 1 demi. D'accord? Donc, parce qu'un dé dispose donc il constitue 6 faces, bien sûr, numérotées de 1 jusqu'à 6, par exemple. Et donc, pour qu'on aurait un résultat pair, donc il faut obtenir soit 2, soit 4, soit 6. Et donc, il y a 3 sur 6, et donc 1 demi. Donc, la probabilité de A1, c'est 1 demi. La probabilité de A2, c'est 1 demi. La probabilité de A3 égale à 1 demi, parce que la somme, c'est soit pair, soit impair. D'accord? La somme des deux lancers, soit pair, soit impair. Et donc, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi égale à 1 huitième, et différent, totalement différent de 0. Et donc, ici, A1, A2, A3 ne sont pas mutuellement indépendants. D'accord? Ne sont pas mutuellement indépendants parce que ici, pour J égale à I, hein, pour J égale à I, parce que I ici est fini, on n'a pas cette égalité. D'accord? Alors que si I est différent de J, la probabilité de AI, comme je viens de dire, la probabilité de chacun de ces événements égale à 1 demi, et la probabilité de l'intersection égale à 1 quart. Donc la probabilité de A1 inter A2, donc la probabilité pour que le premier lancer du premier dé, alors le lancer du dé, du premier dé et du deuxième dé égale à 1 quart. Parce que si soit on aurait pair, impair, pair, pair, impair, pair, impair, impair. Et donc c'est 1 quart. Et la probabilité pour que donc vraiment, donc il faut calculer, en fait, ça dépend de I 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? I par quoi? 1 jusqu'à 3, J 1 jusqu'à 3 avec I différent de J. Donc il faut juste les illustrer ceci soigneusement. Et donc A1, A2, A3 est une famille d'événements, deux indépendants, mais qui n'est pas indépendant, mais non indépendant mutuellement. D'accord? Et donc l'indépendance mutuelle et l'indépendance 2 à 2 sont deux notions qui sont totalement différentes. D'accord? Donc il faut faire vraiment attention à cette notion-là. Alors, une définition équivalente à la notion d'indépendance mutuelle est la suivante. Donc, étant donné une famille au plus dénombrable d'événements, d'accord, ici d'une tribu, hein, A grec, ici, ces événements sont mutuellement indépendants, c'est seulement si la probabilité pour toute partie J finie de I, la probabilité de l'intersection des AJ, telle que la probabilité de l'intersection des AJ est différente de 0. Alors, pour tout cas dans I moins J, la probabilité de AK, sachant que l'intersection des AJ est égale à la probabilité de AK. Ça veut dire que la réalisation de AK ne dépend pas de la réalisation des autres événements.
D'accord? Donc pour la preuve, vraiment, il faut juste l'écrire, hein. Il faut juste l'écrire. Donc la probabilité de AK, sachant que l'intersection, donc c'est la probabilité de l'intersection sur la probabilité de l'intersection. Ici, par définition de l'indépendance, c'est le produit des probabilités. Donc c'est la probabilité de AK fois le produit des probabilités. Sur ici, le produit des probabilités, c'est la probabilité de AK parce que les deux probabilités alors on pourrait alors les deux probabilités qui interviennent. Ok. Alors parce que ici les probabilités sont non nulles, hein, parce que les probabilités sont non nulles. Alors inversement, si J est inclus dans I fini, tel que la probabilité de l'intersection est non nulle, alors la probabilité de l'intersection pour n'importe quelle sous-partie de G est non nulle parce que cette intersection contient cette intersection-là. Et donc la probabilité de l'intersection des AJ est donc égale à la probabilité de AGA inter G moins G1. Donc, puisque la probabilité de cette intersection est non nulle et la probabilité, donc ceci est égal à quoi? Égal à la probabilité de AG1 fois la probabilité de l'intersection. D'accord? Donc, par application de notre truc et donc de notre hypothèse. Et donc, étape par étape, donc, premièrement, on enlève G1, deuxièmement, on va enlever G2, ainsi de suite. Et donc, on trouve que c'est le produit des probabilités. D'accord? C'est le produit des probabilités. Donc, celle-là provient du fait, du quoi? Provient de ça. D'accord? Provient de ça. Donc, voilà. Voilà, donc probabilité de l'intersection sur cette probabilité, c'est la même chose que la probabilité de HG1, sachant que cette intersection est réalisée. Alors, la dernière proposition, donc étant donné une famille finie au dénombrable d'événements indépendants pour la probabilité P, alors, si on construit la famille BI égale AI ou AI complémentaire, alors les BI forment aussi une famille d'événements indépendants. D'accord? D'événements indépendants pour la probabilité P. Et donc, voilà. Donc, c'est tout. Donc, là, pour la démonstration, c'est une simple démonstration qui se fait bien sûr, en prenant, bien sûr, une partie finie de G de I, et il faut calculer la probabilité de l'intersection des BJ. Il faut montrer que c'est le produit des probabilités des AJ. Donc, il faut juste distinguer le cas où BJ égale à AJ ou BG égale à AG bar. Donc, c'est un simple calcul à faire. Et donc, je vais laisser la démonstration en exercice. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer de voir, d'introduire la notion de variable aléatoire et continuer bien sûr notre cours. Merci.